Bonjour. Voilà, toujours dans le cadre de cette quatrième séance, il nous reste à traiter l'exercice 7, comme nous allons le voir. Donc c'est un exercice qui porte sur c'est-à-dire sur, comme vous allez donc le voir ici, c'est un exercice qui porte sur ce qu'on appelle des données, une formulation matricielle en utilisant des données centrées. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous avez un modèle qui permet c'est-à-dire de traiter la relation entre la quantité consommée du bien Y, un bien Y, avec son prix et le prix d'un autre bien substitut. Donc voilà, donc vous avez Y, c'est la consommation du bien, ça c'est son prix, et ça c'est un produit, c'est son substitut, d'accord? Donc voilà, donc on vous demande dans le cadre de cet exercice, donc une commission économique d'un pays cherche une politique de taxes et donc de prix approprié afin de diminuer la consommation du bien Y. Dans ce pays, il se peut que ce bien Y, par exemple, soit par exemple la consommation, par exemple, du tabac ou bien le vin ou bien un produit que le pays voulait bien réduire sa consommation. Donc c'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, une étude qui vise à diminuer la consommation de ce bien au prix de, donc voilà, au prix de ce bien et au prix de son substitut. Donc voilà. Donc nous allons voir est-ce que par exemple, si jamais je peux par exemple diminuer le prix de ce bien ou bien de son substitut. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris ce modèle. Et nous avons pris un échantillon n est égal à 5, comme vous le voyez, avec une moyenne de la variable endogène, de la variable x et de la variable x et la variable z, parce que ce sont les deux variables exogènes. Vous avez la variance de y est égale à 0,0584. Et vous avez un certain nombre de calculs. Mais faites attention ici, donc avant de... Donc on vous donne la matrice x transpose x, x transpose y. Mais ici, contrairement à l'exercice qu'on a vu auparavant, ici on travaille sur des données centrées sur leurs moyens. Ça veut dire que, comme vous le voyez, x transpose x, comme vous voyez, il est minuscule. Pourquoi? Parce qu'il est centré. Ce n'est pas nous ne travaillons pas sur des variables brutes. Ici, comme vous le voyez, ici vous avez les variables qui sont brutes. D'accord? C'est-à-dire on n'a pas fait la différence par rapport à la moyenne. On n'a pas centré chaque variable par rapport à sa moyenne. Mais ici, comme vous le voyez, vous avez déjà les données, ils sont déjà centrés. Autrement dit, vous avez la matrice x transpose x moins 1. Vous avez, voilà, donc vous avez la matrice x transpose x moins 1. Donc ça, c'est la formulation, ça c'est la valeur. Mais il faut bien faire attention ici. Vous avez x transpose x moins 1 centré. Mais à l'intérieur, vous avez les valeurs de x transpose x, c'est-à-dire sur des variables centrées. Donc x transpose x moins 1 est égal à cette quantité. Vous avez x transpose x, la même chose. Ce sont des variables centrées. Voilà, donc c'est la forme, ou bien la formulation. Là, vous avez les valeurs. On vous demande d'estimer les coefficients du modèle. Mais faites attention, on vous demande d'estimer les coefficients du modèle, c'est-à-dire avec constante, bêta 0, bêta 1 et bêta 2. Donc voilà, l'estimation du coefficient du modèle. Voilà, donc je vais utiliser la formulation du moindre cas ordinaire pour le coefficient bêta chapeau. Donc ce n'est rien d'autre que x transpose x moins 1 multiplié par x transpose y. Ici, comme vous le voyez, donc je vais appliquer directement donc c'est-à-dire la formule. Vous avez déjà x transpose x moins 1 multiplié par x transpose y, mais faites attention, ce sont des variables centrées. Donc vous aurez bêta chapeau 1 est égal à moins 0,15, bêta chapeau 2 est égal à 0,02. Donc voilà l'estimation de ce modèle. Mais faites attention, ici on vous donne uniquement, ici vous avez uniquement bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Vous n'avez pas le terme constant. Faites attention ici, le terme constant, vous ne l'avez pas fait le résultat. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur des données centrées, le terme constant, il va disparaître. Donc, il n'y a pas de terme constant. Mais le terme constant, je peux le déduire.
Comme vous le voyez, j'ai déjà bêta chapeau 1, j'ai bêta chapeau 2. Je sais très bien que si j'aimerais bien déterminer bêta chapeau 0, c'est-à-dire la constante, est égal à y bar moins bêta chapeau 1 x bar. Ça, c'est uniquement pour un modèle de régression simple. Nous l'avons déjà traité auparavant, mais je peux retrancher encore si vous avez deux variables exogènes, donc c'est y bar moins la variable endogène, moins bêta chapeau 1 x bar, moins bêta chapeau 2 z bar. Et j'ai déjà les valeurs de y bar, j'ai déjà les valeurs de x bar, de z bar, j'ai déterminé bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2, donc je peux déduire, comme vous le voyez ici, je peux déduire la valeur de la constante, égale à 8,284. Donc le modèle estimé, ça c'est pas un, ce modèle-là, c'est pas sur des variables centrées, il est sur des variables brutes, comme vous le voyez. Donc voilà, y est égal à la constante, bêta 1, bêta chapeau 1, pardon, et bêta chapeau 2. Toujours, il faut bien faire attention au signe. Le signe que vous avez ici, c'est un signe moins. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, la quantité d'un produit et son prix, il est en relation négative. D'accord? La quantité demandée d'un bien et son prix est en relation négative. Comme vous le voyez, ça c'est son substitut. D'accord? Il est en relation négative, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc la deuxième question, il porte sur la détermination de R carré et de faire le F-test, ça veut dire qu'il faut tester le modèle. Donc la détermination de R carré, je dois toujours me référer, comme vous le voyez, à la formule de R carré. Et puisque je travaille sur des données, c'est-à-dire des données, c'est une formulation matricielle, et en particulier sur des données centrées, il faut revoir vos notes pour voir la formulation. On a déjà démontré ça dans le cadre de notre cours. La formulation de R carré en utilisant les données centrées. Donc ce n'est rien d'autre que, comme vous le voyez, bêta chapeau transpose fois x transpose fois y sur y transpose y. Autrement dit, ça c'est la somme du carré de l'expliqué et ça c'est la somme du carré du total pour des données, c'est-à-dire centrées. Donc comme vous le savez, on a déjà le vecteur bêta chapeau, nous l'avons déjà déterminé, donc il est là, donc le vecteur bêta chapeau. Nous avons x transpose y, c'est une donnée, y transpose y, ce n'est rien d'autre que la somme du y de t moins y bar. On a déjà sigma carré y, nous l'avons déjà, la variance du y. Je vais tout simplement multiplier par la taille de l'échantillon. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, vous avez bêta chapeau transpose, vous avez, faites attention ici, il ne faut pas introduire la constante. La constante sert des données centrées, comme nous l'avons déjà expliqué, donc il est, c'est-à-dire il disparaît, donc il est, c'est-à-dire il est mis par simplification. Donc voilà, ici comme vous le voyez, vous avez bêta chapeau transpose, vous avez x transpose y, c'est une donnée, vous avez la taille de l'échantillon est égale à 5, sigma carré y, c'est une donnée. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, comme vous le voyez, le R carré est égal à 99,38%. Donc il est proche à 1, on peut dire que c'est un bon modèle. Donc je peux par la suite, on vous demande de tester la signification statistique du modèle, donc c'est le test de R carré. C'est le test de R carré comme vous le voyez, donc la signification globale du modèle. Donc je peux mettre soit H0 bêta 1 est égal à bêta 2 est égal à 0, ou bien je peux mettre tout simplement R carré est égal à 0, R carré est différent de 0. Donc voilà, on calcule, comme vous le voyez, la valeur de f calculée. Donc je peux la calculer à l'aide de la valeur de r carré. Donc r carré divisé par k, c'est a moins r carré divisé par n moins k moins 1. Donc comme vous le voyez ici, donc si je remplace chaque terme par sa valeur, je vais trouver f calculé égal à 160,3. Donc 160,3, tout en sachant qu'il faut bien faire attention au degré de liberté. Donc ici vous avez n moins k moins 1. Ici, vous avez k. Donc, k est égal à 2. Pourquoi? Parce que vous avez deux variables exogènes. Ici, vous avez n, c'est 5, moins k moins 1. Donc, f calculé est égal à 160. Et 160 est largement supérieur à f calculé avec f lu avec 2 degrés de liberté. Ici, vous avez 5 moins 3, c'est 2. Ici, vous avez 2 égal à 19. Donc, il est largement, c'est inférieur, à f calculé. Donc, je vais accepter H1. Donc, le modèle est globalement significatif. Bien. Donc, pour la question 3, on vous demande d'estimer la variance résiduelle.
donc la variance résiduelle et les écarts types des coefficients. Donc la variance résiduelle, on sait très bien que la variance résiduelle, ce n'est rien d'autre que la somme des carrés des résidus divisé par n moins k moins 1. Et puisque moi je travaille sur c'est-à-dire des données, donc des données, c'est-à-dire des données centrées, une forme matricielle, je peux soit utiliser cette méthode, comme vous le voyez, à partir de R carré, je peux déduire la somme des carrés des résidus, comme je peux directement, puisque j'ai déjà déterminé auparavant la somme des carrés du total et la somme des carrés de l'expliqué, je peux la déduire donc directement. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, dans le cadre c'est-à-dire ici, comme vous le voyez, j'ai déjà la somme des carrés de l'expliqué, j'ai la somme des carrés du total, je peux déterminer la somme des carrés de résidus directement, comme je peux vérifier en utilisant la forme matricielle sur des données centrées. Donc voilà, vous avez la première méthode, comme vous le voyez, à partir de A carré, je peux très bien déterminer, en utilisant la forme matricielle sur des données centrées, c'est 1 moins la somme des carrés de résidus, c'est E transpose E divisé par Y transpose Y, E transpose E ce n'est rien d'autre que la somme des carrés de résidus. Donc partant de là, j'ai une équation avec un seul inconnu, donc je peux, comme vous avez N, vous avez sigma carré Y, donc je cherche la somme des carrés des résidus, donc ce n'est rien d'autre que la somme des carrés des résidus, c'est égal à N fois sigma 2 Y fois 1, comme vous le voyez, donc 1 moins R carré. Donc je peux très bien, comme vous le voyez, donc je peux très bien déterminer la somme des carrés des résidus par simple application numérique est égale à 1,8104 fois 10 à la puissance moins 3, comme je peux trouver le même résultat en déterminant la somme des carrés des résidus par déduction. D'accord? Donc là, partant de là, donc je peux déterminer, comme vous le voyez, l'estimateur de la variance résiduelle, c'est la somme des carrés des résidus divisé par n moins k moins 1. C'est cette valeur divisée par 2, n moins k moins 1 est égal à cette valeur. Et partant de là, je peux très bien déterminer la variance de covariance des coefficients, d'accord? Comme vous le savez très bien, ça c'est la formulation, nous l'avons déjà utilisée dans les exercices précédents. J'ai déjà déterminé sigma 2 mu, voilà, multiplié par x transpose x moins 1, donc x transpose x moins 1, sur des données centrées comme vous le voyez, et sur la première diagonale, donc sur la première diagonale, vous pouvez très bien déterminer la variance de chaque coefficient, d'accord? Ça c'est pour le prix des biens, et ça c'est pour son substitut. Comme vous avez les variances, et par conséquent je peux déterminer c'est-à-dire les écarts types. Partant de là, on vous demande de déterminer, de tester la signification partielle des coefficients, ça veut dire les coefficients qu'on a calculés. Il faut bien faire le test de student, comme nous l'avons déjà c'est-à-dire déterminé auparavant. Donc je peux par exemple faire le test, comme vous le voyez, et voilà, donc vous avez le t calculé pour chaque coefficient à comparer avec t lu, donc t avec sur la table de student, avec 2 degrés de liberté égal à 4,3, et nous constatons que la première variable, le prix du bien, il est significatif, alors que son substitut ne l'est pas. 1,51, il est inférieur, comme vous le voyez, à 4,30, donc je vais accepter à 0. Donc on peut conclure, comme vous le voyez ici, que bêta 1, il est significativement différent de 0, alors que bêta 2 ne l'est pas. Donc voilà pour cet exercice. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Merci.